On a commencé un petit peu en retard, on laisse le temps tranquillement à tout le monde de rejoindre cette conférence. Mais malgré tout, on va pas vous faire attendre plus longtemps, vous qui êtes arrivés à l'heure. Donc, je vais pouvoir commencer avec le sommaire que vous voyez à l'écran normalement. En cas de problème, comme le disait Jasmine, il y a toute la fonctionnalité de chat que vous pouvez afficher et utiliser. C'est fait pour les questions, mais aussi pour les problèmes techniques. N'hésitez pas, en fait, s'il y a des soucis de son ou quoi que ce soit, à utiliser en fait le petit chat sur le côté. Donc, je vous le disais, le sommaire, trois parties, vraiment pour ma part de présentation, on va dire. La première, actu et statistiques sur l'itinérance et nos grands itinéraires manchois. La deuxième partie, accueil vélo. La troisième partie, le portage de bagages. Et la fin de cette visio, les 20 dernières minutes, on va dire, nous emmènera vers un temps d'échange. Ce sera le moment en fait où Jasmine justement compilera toutes vos questions pour qu'on essaye d'y répondre. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer avec des petites statistiques pour se mettre dans le bain, on va dire, de la thématique. Cette thématique, hein, vraiment, est en plein boom. L'itinérance a le vent en poupe. Elle avait le vent en poupe avant la crise sanitaire et ce Covid-19 a dû accélérer en fait l'envie des Français de respirer, de prendre le grand air. Voilà, les photos le montrent bien avec différents paysages, différents patrimoines en fait qu'on retrouve dans la Manche. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment la Manche a toute sa place dans l'offre française et même plus que française pour satisfaire les besoins des touristes. Pour commencer, donc, je voulais vous présenter en fait quelques grands itinéraires de la Manche. Alors, je dis quelques grands puisque je ne vais pas pouvoir avoir le temps de tout présenter. Euh, à pied, on va avoir deux types d'itinéraires. On a ceux qui sont mis en avant par l'association des chemins de Saint-Michel, en fait. Et il me semble que le technicien, justement, Vincent Juel, en fait, de l'association, est présent aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il pourra dans le chat mettre un lien en fait vers le site internet au besoin ou des petites astuces si vous le demandez. Et deuxième type d'itinéraire pédestre, c'est tout ce qui est géré par la Fédération française de randonnée. Pour la Manche, notre itinéraire phare, on va dire, c'est le GR 223 que vous voyez en rouge sur la carte. J'espère que vous voyez assez bien, parce que pour ma part c'est assez petit, mais normalement pour vous ça doit s'afficher en un peu plus grand sur votre écran. Donc en rouge sur la carte, le GR 223 qui fait le tour de la Manche, 450 km, 23 étapes prédéfinies. Après, selon le rythme de chacun, on va dire, il y a plus ou moins d'étapes. Ce qui fait quand même un beau périple pour faire le tour de la Manche à pied, le long du sentier littoral, sentier des douaniers, peu importe son nom, le tour du Cotentin, le tour de la Manche. Vous avez compris l'idée, en tout cas, c'est qu'on puisse faire le tour du département en longeant la mer. Euh, à vélo, après, on a trois grands itinéraires. Euh, à l'échelle régionale, on a le premier itinéraire qui est en vert, qui va des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Il y a donc deux types de départ, côté Calvados et côté Manche, donc pour notre part Utah Beach, avec le même point d'arrivée, le Mont Saint-Michel, pour 200 et quelques kilomètres d'aventure. Un itinéraire au niveau national, par la suite, c'est la Vélocénie, qui est un itinéraire qui marche depuis maintenant plusieurs années, qui va de Paris, Notre-Dame de Paris, même plus précisément, la cathédrale, jusqu'au Mont Saint-Michel, une fois de plus, et à l'échelle internationale, cette fois, la Vélo Maritime, qui est la section française de l'Eurovélo 4. Donc la Vélo Maritime, la partie française, fait plus 1500 km de Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, hein, on part de Roscoff. Si vous avez des jambes un petit peu plus musclées, on va dire, une envie même d'aller jusqu'en Ukraine, c'est possible via l'Eurovélo 4. Donc n'hésitez pas à parcourir son intégralité, on sera ravis de vous suivre en tout cas dans cette aventure si jamais ça arrivait. Pour continuer, donc quelques petits chiffres pour vous donner un petit peu la tendance en fait actuelle sur le GR 223 pour commencer. 2020 a été une année particulière, vous en doutez. On a connu forcément deux périodes sur ce GR 223.
La première période au printemps, vous le voyez, des barres rouges très négatifs avec une fréquentation qui est en deçà de l'année 2019. Le confinement, un confinement oblige, personne n'a parcouru le GR223. Mais par contre, l'été, ça s'est vite inversé la tendance, puisque tout le monde a envie de sortir, et donc on se retrouve avec juillet, août, septembre, octobre, avec une belle arrière-saison, avec des belles barres vertes, des beaux chiffres, ce qui nous donne au final euh, une tendance générale, une évolution entre 2019 et 2020 de 0%. Hein. On a stagné par rapport à 2019, donc c'est malgré tout une très bonne nouvelle pour nous, parce que le premier semestre 2020 était vraiment très, très négatif. Donc, on est vraiment ravi d'avoir su inverser la tendance. Petit détail technique que je n'ai pas précisé, ces chiffres-là, on les obtient avec des éco-compteurs, qui sont des petits compteurs cachés en fait un peu partout sur le territoire. Pour le GR223, on a plus d'une dizaine en fait qui sont disposés sur tout le territoire, et ça nous permet vraiment d'avoir par site des statistiques précises qui remontent en temps réel en fait via Internet. Mais après, ça nous permet de faire des études en fait à l'échelle d'un itinéraire, à l'échelle d'un territoire, et c'est comme ça qu'on peut obtenir en fait ces statistiques globales. Pour le GR223, au-delà des chiffres, en fait, on a deux grandes actions en cours sur la qualification de l'itinéraire, je dirais. La première, que j'ai illustrée en haut à gauche avec la petite photo, c'est le renforcement de la sécurité sur l'itinéraire. Cela va se faire avec la pose de bornes géoréférencées avec le SDIS 50, donc le service de secours et d'incendie en fait, de la Manche, les pompiers hein, tout simplement. En gros, pour faire simple, les petites bornes en fait, que vous voyez, qui sont en bois, qui sont des petits pots de clés de 14 cm, il me semble, de côté, seront disposés tous les 500 mètres ou tout le kilomètre le long du GR223. Chaque petite borne aura son numéro et ça permettra au randonneur qui est sur le GR223, qui imaginons est blessé, ne peut plus forcément se déplacer, d'appeler les secours, de dire je suis au niveau de la borne 112 et les pompiers automatiquement ont une carte où seront référencées toutes les bornes et pourront savoir exactement où sera le randonneur et par quel type de moyen, avec quel type de véhicule il devra aller secourir cette personne pour aller le plus vite possible. Donc c'est vraiment un grand pas en avant, on va dire, pour la sécurité de l'itinéraire. Et c'est quelque chose que vous avez déjà connu pour ceux qui ont marché dans la Hague, en fait. Il y a déjà des bornes de ce type-là, mais c'est vraiment cantonné pour l'instant à la pointe de la Hague. Donc là, notre idée, ça serait en 2021 de poser des bornes sur l'ensemble de l'itinéraire, donc sur les 450 km. Et la deuxième action qui est en cours, ce sont des travaux en fait pour assurer la continuité du cheminement littoral. Le GR223 emprunte en grande partie le sentier littoral et on se rend compte que sur certains points, il est difficile ou des moins sécurisant en tout cas de marcher le long du GR223 pour plusieurs raisons. Érosion littorale, traversée avec une route départementale, manque d'entretien. Vraiment, on a de multiples raisons qui peuvent exister. L'idée, c'est d'avoir fait un diagnostic de tous ces points noirs pour que les territoires, notamment les communautés de communes et les communautés d'agglomération, puissent entreprendre des travaux pour rectifier le tir avec une aide financière du conseil départemental qui a dégagé, il me semble, 500 000 euros pour l'occasion, donc ce qui n'est quand même pas anodin. Et là, voilà, la petite photo que je vous ai mise, c'est un exemple type de petit aménagement qui a pu être fait avec une petite passerelle qui passe au-dessus d'un cours d'eau et qui permet potentiellement d'éviter en fait un passage sur une route avec une plus grande fréquentation. Pour le vélo, c'est plus positif. Maintenant, je vais vous parler en fait des voies vertes où on est à plus 3% d'évolution de passage entre 2019 et 2020. Une fois de plus, si on reprend dans le détail, on s'aperçoit qu'on a eu un printemps qui est dans le rouge, avec
avec forcément une fréquentation quasi zéro au mois de mars et au mois d'avril sur nos voies vertes. Et dès qu'il y a eu un petit peu plus de latitude, on va dire, de la part du gouvernement pour que les Français sortent, les Français ont repris le vélo. Hein, vous vous rappelez, en fait, tous, les magasins étaient tous en rupture de stock de vélos. Les Français ont envie de faire du vélo, même les gens du monde entier, en fait, voulaient vraiment sortir. Et ça se traduit vraiment sur nos voies vertes, ça se voit bien. Et au final, on est sur du positif à la fin de l'année, avec plus 3% grâce à l'été et à l'arrière-saison. C'est bien, plus 3%, mais c'est malgré tout moins bien que les années précédentes, où dans la Manche, tout comme au niveau national, on est plutôt sur du 8% d'évolution chaque année sur les voies vertes. Donc c'est vraiment un secteur qui est en plein boom. Et le plus 8%, j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais je crois que c'est depuis 2015, quelque chose comme ça, qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment sur une très belle évolution. On a même des départements qui sont sur une évolution à 2 chiffres depuis plusieurs années, mais dans la Manche, on est quand même pas mal en fait avec ce plus 5-8% selon les années. Et pour le vélo, pour continuer, je voulais vous faire un petit focus sur la vélo maritime. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la section française de l'Eurovélo 4 qui dans la Manche, je vais peut-être même pouvoir vous remettre la carte si vous le voyez, euh, commence donc, les gens arrivent à partir du Mont-Saint-Michel, on va dire, s'ils arrivent de Bretagne, ils suivent la voie verte qui est dans le sud-Manche pour rejoindre Mortain, et puis après ils vont remonter direction Vire, puis le chemin de halage jusqu'à 40 ans pour arriver de nouveau sur de la voie verte, direction La Haye-du-Puy et Cherbourg en Cotentin vers le nord. Donc là sur la carte, en fait, dans le sud-Manche et dans le centre-Manche, on ne le voit pas puisque c'est des itinéraires communs. Finalement, la voie verte est commune avec la Vélocénie et l'itinéraire plage du Larquement. Mais sinon, dans le Cotentin, c'est l'itinéraire qui est en bleu. Et puis après, par la suite, l'itinéraire, il va nous emmener vers la côte est pour redescendre une fois de plus vers 40 ans où les cyclotouristes pourront rejoindre le Calvados, Isigny-sur-Mer, etc. Donc je voulais vous faire un petit topo sur la vélo maritime parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment un itinéraire qui plaît énormément depuis sa mise en marché un petit peu depuis 2019. On se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes sur l'itinéraire. Et là, récemment, en fait, fin 2020, début 2021, on a de grands médias qui s'y intéressent naturellement en fait à l'itinéraire. Voilà, vélo, maritime, c'est deux termes qui plaisent beaucoup. Et on est ravi de voir qu'un média comme Brut, qui est un média web qui plaît à une cible quand même assez jeune, a pu faire une vidéo sur la thématique avec 1,5 million de vues. Et autre grand média, en fait, hein, là, cette fois, qui a une cible en fait, de clientèle, on va dire, un petit peu plus âgée, c'est TF1 et le JT de 13h, le fameux JT de TF1 de 13h, où pendant 14 minutes, au JT, le 10 janvier, on a eu une vidéo sur la vélo maritime et alors le chiffre là ne veut plus rien dire quasiment tellement il est énorme. Quasiment en instantané, il y a eu plus 6400% de visiteurs sur le site vélomaritime.fr. Ça correspond en termes de chiffres bruts. euh, En temps normal, on va dire, il y a les 200 personnes qui visitent le site de la vélo maritime chaque jour, 200 individus, 200 connexions individuelles. Et là, grâce à ce reportage, c'était 10 000 personnes qui se sont connectées. Il y a même eu un petit pic où le site n'arrivait plus à suivre tellement ça faisait de connexion en même temps. Donc on était ravis, on va dire, d'en arriver à un petit souci technique tellement ça plaisait. Et autre type, on va dire, de cible en fait, qui s'intéresse à l'itinéraire, donc c'est les touristes, comme je vous disais, mais aussi c'est vous, les pros. Euh, on a deux informations là-dessus en fait, à vous transmettre. Pour les touristes, l'itinéraire est déjà dans le top 3 de France Vélo Tourisme. .com. C'est la plateforme nationale qui regroupe l'ensemble des grands itinéraires vélo français, qui est utilisé par la clientèle française évidemment,
mais beaucoup par la clientèle internationale, par réflexe. En fait, vous êtes belge, allemand, peu importe, bulgare, vous allez aller sur France Vélo Tourisme si vous voulez organiser un séjour à vélo en France le long d'un grand itinéraire. Donc l'itinéraire, comme je disais, est déjà dans le top 3 de France Vélo Tourisme. Derrière, deux têtes d'affiche, deux têtes historiques un petit peu. Le numéro 2, et qu'on côtoie quasiment, en fait, c'est sur l'itinéraire le long de la façade atlantique, en fait, qui s'appelle la Vélodyssée. Ça marche toujours pas mon truc, hein. J'ai toujours pas de haut-parleur, moi. Alors, j'entends quelqu'un en même temps qui parle. Hop, je vais couper un micro pour éviter tout problème. Donc oui, je disais, donc l'itinéraire numéro 2, en fait, c'est la Vélodyssée, le long de la façade atlantique. Et l'itinéraire numéro 1, c'est la Loire à vélo, qui est l'itinéraire vraiment historique en France, voire en Europe. Et donc celui-ci a encore beaucoup d'avance, mais quasiment arrivé en fait à un maximum en fait de fréquentation. Hein. Si vous connaissez, vous vous rendez compte que l'été, il y a vraiment beaucoup de vélos. Les gens sont en file indienne quasiment. Tous les pros ont joué le jeu avec des chambres d'hôtes réservées à la nuitée, mais il n'y a même plus de place finalement. Donc on se rend compte qu'on a une chance à jouer là-dessus, on a une carte à jouer plutôt pour récupérer, on va dire, de la clientèle qui veut plutôt des grands espaces avec peut-être un peu moins de monde sur la vélo maritime. Et deuxième information, c'est l'organisation interrégionale de rencontres socio-pro qui s'appelait, donc c'était les rendez-vous de la vélo maritime qu'on a organisé mi-octobre. Dans la Manche, c'était à 40 ans-les-Marais, plus précisément à Saint-Hilaire-Petiteville. Et c'était le 15 octobre, il me semble, où on avait convié l'ensemble des professionnels de la Manche et du Calvados, puisque c'était organisé conjointement aussi avec Calvados Attractivité, à une rencontre d'une journée en fait en physique. On avait réussi à le faire en physique. En fait, il y avait aussi une deuxième partie en numérique pour tous ceux qui n'avaient pas pu ou pas voulu venir en ces temps de crise. Mais malgré tout, on avait réussi donc à faire cette réunion où le matin, l'idée c'était vraiment de donner des informations, de sensibiliser en fait sur la thématique, sur le vélo général. On avait reçu par exemple un prestataire, c'était une agence de voyage qui avait pu parler en fait des produits qu'ils mettaient en place, et ça m'a permis de savoir un petit peu ce que eux attendaient de la part des professionnels, des hébergeurs, des restaurateurs en tant qu'agence de voyage. Et l'après-midi, c'était plus décontracté, on va dire. Hein, la journée se veut informelle. C'était tout simplement une petite balade sur le tracé de la vélo maritime pour que vous, socioprofessionnels, vous puissiez connaître le tracé, en fait, ce qui était vraiment un itinéraire cyclotouristique. Et donc pour ça, on avait pu louer en fait des vélos. Certains même avaient des vélos électriques, donc c'était une première pour quelques-uns d'entre vous. Et ils avaient pu parcourir, je pense que c'était une sortie de 2 heures, il me semble, la vélo maritime, malheureusement sous un temps affreux. Mais malgré tout, on avait eu des sourires à la fin et ça faisait plaisir à voir qu'il y avait un petit engouement en fait de la part de tout le monde sur cet itinéraire. Pour continuer, alors je voulais vous mettre un petit sondage, mais a priori, il y a un petit souci, non, ça marche. Hein, voilà. En même temps, désolé, c'est du live en fait. Jasmine me dit que ça marche. Je voulais vous mettre un petit sondage tout simplement et qui va apparaître normalement d'ici peu de temps sur la vélo maritime. Alors, on va attendre quelques instants. Voilà, normalement, ça fonctionne. Question toute bête. Connaissiez-vous, avant cette intervention, la vélo maritime? C'est anonyme, donc n'ayez pas peur de répondre non si jamais en fait vous ne connaissiez pas. Et puis comme ça, en fait, nous, ça va vraiment nous permettre de savoir un petit peu ce qu'il en est, de voir aussi si vous êtes toujours présent derrière votre ordinateur. En fait, ça, c'est les défauts de la visio. En fait, on ne peut pas se permettre de voir les caméras de tout le monde et de voir vraiment l'attention de tout le monde. Donc, on essaye de rendre interactif un petit peu cette visio avec des petits sondages. Vous verrez, normalement, s'il n'y a pas de souci, il y en aura d'autres. Donc, n'hésitez pas à répondre à ça pour qu'on ait un petit aperçu, on va dire, de la globalité. Et quand il y aura assez de réponses, alors là, je vois vous êtes 24 participants, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, on va attendre qu'il y ait un petit peu de réponses pour faire un état des lieux. Et on est déjà rendu, voilà, il y a plus de la moitié des personnes qui ont répondu. Bon, pour l'instant, c'est rassurant quand même. C'est à 85% un oui. Tout le monde connaissait la vélo maritime, ou quasiment tout le monde.
Donc, si jamais vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, notamment si vous êtes un socio-pro à proximité de l'itinéraire, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ça. Il y a aussi tout simplement un comité de pilotage qui existe, qui pilote la vélo maritime. Et si vous allez sur le site lavélomaritime.fr, vous pourrez les contacter assez facilement. Donc maintenant qu'on a eu pas mal de réponses, je vais passer, parce que de toute façon là on reste dans les mêmes ordres d'idées, 86% maintenant de réponses oui. Je vais passer à la suite en vous disant que oui, dans la Manche, voilà, on a des beaux itinéraires maintenant qui existent, qui continuent de s'améliorer, hein, voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a des travaux qui sont toujours en cours. J'aurais même pu vous dire aussi que pour la vélo maritime, le plan vélo du département est assez ambitieux, hein. Ils ont augmenté leur budget, c'est x10, il me semble, pour créer de nouveaux itinéraires cyclables en toute sécurité. Euh, Même des voies vertes. Des voies vertes, c'est vraiment voilà, l'exemple type, c'est le chemin de halage en fait qu'on voit le long de la vallée de la Vire ou le long des anciennes voies ferrées, les voies vertes. Donc on est vraiment sur des tracés séparés du trafic automobile. Et le plan vélo du département a pour ambition de faire grossir ce nombre de voies vertes dans la Manche. Et à terme, on aimerait que cette vélo maritime porte bien son nom en déplaçant le tracé le long du littoral. La priorité numéro une, j'ai envie de dire, ce serait le Avranches-Granville-Coutances en longeant le plus possible la mer, pas trop quand même, parce que voilà, on en a parlé, il y a des problèmes d'érosion littorale, mais en tout cas de vivre de cette vélo maritime dans un environnement littoral marin pour qu'elle puisse vraiment avoir son nom à part entière dans la Manche. Et, euh, et voilà, ça continue. Il y a des beaux itinéraires qui continuent de s'améliorer toujours. On est vraiment conscient de ça, qu'il faut améliorer notre offre. Mais malgré tout, des beaux paysages, des beaux itinéraires, ça ne suffit pas. Ça ne peut marcher que s'il y a des services de qualité. C'est vraiment ce que demandent maintenant les clientèles d'aujourd'hui, des services qui vont les aider à consommer les destinations, les itinéraires. Et pour ça, comme je le disais dans le sommaire, je vais vous parler de deux services. Le premier, c'est Accueil Vélo, qui est une marque relativement connue, mais malgré tout, je voulais vous poser la question une fois de plus pour voir ce qu'il en était. Via le petit sondage, aviez-vous déjà entendu parler d'Accueil Vélo? Et normalement, si tout va bien, voilà, ça s'affiche. Cette fois, c'est génial, la technologie, tout marche bien. Et donc, vous pouvez répondre de nouveau à la question. Ah, c'est bon. Alors là, on a directement vu en fait, que vous êtes plus réactif que tout à l'heure. En fait, il y a plus de réponses en live, j'ai envie de dire. Mais par contre, la proportion n'est plus du tout la même que tout à l'heure, puisque là, on est plutôt à 60%, 60-40. Ben oui, voilà, oula, ça, 60-40, 60% de oui, 40% de non. Donc, raison de plus pour parler du label Accueil Vélo. Euh, voilà, il y a 18 réponses là déjà, donc on va pouvoir passer. Euh, pour commencer, hein, tout simplement, Accueil Vélo, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui garantit un accueil, des équipements, des services pour les cyclotouristes et accueil, équipement, services de qualité, forcément. Euh, ça permet vraiment de rassurer les clientèles et notamment les clientèles internationales. Je m'explique. Si vous voulez organiser votre séjour cyclotouristique en France, c'est assez facile. Vous allez connaître la logique de nos territoires, vous allez pousser la porte d'un office de tourisme, vous allez appeler ou aller sur leur site web, vous allez aller sur France Vélo Tourisme ou sur le site de l'itinéraire, peu importe. Vous allez avoir des automatismes parce que vous êtes français, vous voulez faire ça en France. Par contre, si vous souhaitez faire la même chose dans un pays qui n'est pas de langue française, allez, on va dire l'Espagne, la Bulgarie, j'ai encore dit la Bulgarie, ça fait 2 fois que je donne cet exemple-là, mais peu importe, ou l'Allemagne, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, Accueil Vélo va rassurer ces clientèles-là en se disant, voilà, je vois que cet hébergement, ce restaurant est Accueil Vélo, je vais pouvoir réserver plus facilement parce que je sais que à la fin, j'aurai la qualité recherchée. Et je le sais parce qu'Accueil Vélo a la même grille que d'autres référentiels européens et même mondiaux.
Là, je vous ai mis 4 logos. On a l'exemple au Canada, par exemple, d'un label en fait pour bienvenue aux cyclistes. Les autres exemples à gauche, c'est Fitzer, c'est Pays-Bas. On a le logo vert, c'est Slovaquie, et le logo Bedbike, c'est allemand, qui reprennent tous les mêmes critères que Accueil Vélo en France. Et Accueil Vélo, en fait, au-delà de rassurer les clientèles, c'est une réponse aux besoins. En fait, hein. Ça a commencé en 2008 le long de la Loire à vélo, avec la création de cette marque-là par le comité régional de tourisme Centre-Val de Loire. Comme je vous le disais, la Loire à vélo est vraiment l'itinéraire historique en France. Donc c'est eux qui ont commencé à créer ce référentiel. Et quand ils ont vu, et que la France entière, on va dire les politiques et les techniciens intéressés par cette thématique ont vu que ça fonctionnait, il a été décidé de déployer cette marque au niveau national à partir de 2012. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2021, avec quasiment 5000 labellisés Accueil Vélo. Donc c'est un très beau chiffre en fait qui est atteint maintenant. On espère le voir grandir et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Euh, on espère le voir grandir et c'est assez facile puisque tout le monde ou presque peut devenir Accueil Vélo. Je vous ai mis la liste ici: hébergement touristique, loueur réparateur de cycles, office de tourisme, restauration, site de visite, etc. En fait, il y a même des haltes fluviales en fait, qui peuvent l'être, par exemple, ou des ports selon les territoires. Voilà, c'est vraiment très large. Selon en fait, le type de structure, après, il y a des critères différents, forcément. Mais en tout cas, c'est assez facile, on va dire, de devenir accueil vélo si on le souhaite. Pour beaucoup, dans les quasi 5000 en fait, labellisés, ce sont des hébergements touristiques qui le sont. Ça a une certaine logique. Une fois de plus, si vous voulez organiser votre séjour à vélo, normalement, en premier lieu, vous allez choisir votre itinéraire ou votre destination. Et en deuxième lieu, va se poser la question, où est-ce que je vais dormir? Et voilà quel pourrait être l'intérêt en fait, des hébergements touristiques à rejoindre la démarche, tout simplement pour répondre facilement à cette question et que les gens puissent consommer une destination, un itinéraire. Et puis après, normalement, on a d'autres questions qui vont se poser. Je fais du vélo, je sais où dormir. Maintenant, je veux savoir ce que je vais pouvoir voir sur le tracé, où est-ce que je vais pouvoir manger, me restaurer, etc. Donc c'est pour ça que des restaurants, sites de visite, offices de tourisme peuvent participer aussi à cette aventure. Donc j'ai un petit peu finalement, je me suis un petit peu devancé moi-même en fait en disant les bonnes raisons, on va dire, de rejoindre l'aventure, hein. Ça va répondre aux attentes tout simplement des cyclistes. Mais au-delà de ça, en s'inscrivant dans cette démarche d'accueil vélo, vous allez vous inscrire dans une démarche encore plus grande, celle du développement durable, et dans un acteur, dans une thématique qui est en pleine croissance. Je vous le disais, hein, les chiffres le montrent bien. Donc, autant en profiter de cette croissance pour développer son activité commerciale. Et ce que je mettais sur le PowerPoint que vous voyez, c'est tout simplement sur les ailes de saison qu'on peut s'attendre à une consommation supérieure pour les accueils vélos. Les cyclotouristes aiment profiter des grands espaces, parce que c'est ce qu'ils recherchent quand même la plupart du temps, au printemps, en arrière-saison, pour profiter de l'été indien, on va dire, en dehors en tout cas des mois de juillet et août, où les destinations littorales, par exemple comme les nôtres, sont déjà consommées, sont déjà un petit peu plus fréquentées. Et donc c'est là-dessus vraiment qu'on pourrait jouer sur les ailes de saison pour les accueils vélos, et au-delà du label accueil vélo, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui sont propres à accueillir des cyclotouristes. Après avoir dit pourquoi rejoindre, c'est comment rejoindre. Une des dernières questions que je voulais vous poser, ou à laquelle je voulais répondre même plutôt, c'est assez facile. Là, je vous ai mis ça en 3 étapes. La première, c'est une auto-évaluation. Si vous êtes intéressé, les offices de tourisme ou moi-même pouvons vous envoyer votre grille de critères qui va correspondre au type de structure à laquelle vous appartenez. Donc, qui est plus ou moins longue, en fait, cette grille-là. Vous avez un référentiel, on va dire, qui va vous correspondre. À vous de la parcourir, de voir si vous cochez toutes les cases vertes, on va dire. Si c'est positif, on peut prendre un rendez-vous pour fixer une visite de contrôle. Si c'est négatif, il ne faudra pas hésiter à nous contacter aussi, hein.
on peut toujours voir un petit peu ce qu'il en est, s'il y a des points de blocage en fait, qui sont contournables ou pas. Mais en tout cas, dès que c'est positif, la deuxième étape, c'est la visite de contrôle qui se fait donc avec un évaluateur accueil vélo. L'idée, c'est qu'on puisse relire ensemble toute la grille pour répondre à toutes ces interrogations, à tous ces critères nationaux, mais surtout d'échanger au cours de cette visite, alors qui dure plus ou moins longtemps, mais bon, là j'ai mis 2 heures en fait en moyenne, on va dire, ça peut même être 4 heures si on est plus ou moins bavard, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions avec un technicien qui va connaître la thématique vélo au sens large et qui ne va pas s'arrêter à accueil vélo. L'idée, c'est vraiment de pouvoir de dialoguer en fait sur cette thématique. Et la, suite à cette visite, la dernière étape, qui n'en est quasiment pas une, c'est la labellisation en tant que telle. Puisque vous êtes rentré dans la base de données touristique en tant qu'accueil vélo, et grâce à ça, vous allez remonter automatiquement sur le site France Vélo Tourisme et sur les sites des itinéraires, la Vélo Maritime, la Vélocénie, peu importe. Selon votre proximité géographique, c'est vraiment le flux qui va se faire tout seul, en fait, vous remontrer sur plus ou moins de sites naturellement. Donc l'exemple, hein, c'est la personne qui est accueil vélo à Ducet va remonter automatiquement sur le site France Vélo Tourisme, sur le site Vélo Maritime et sur le site Vélocénie, par exemple. Et ce, pendant 3 ans, pour un coût, parce que malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle, on va dire, il y a un coût de 200 euros, pour 3 ans. Donc ce coût, finalement, va couvrir la visite du technicien, le déplacement, la fourniture de petites plaques en fait, pour vous signaler en tant que labellisé, mais surtout, hein, au risque de me répéter, votre visibilité sur les sites web de France Vélo Tourisme et ceux des itinéraires. C'est vraiment ça le principal avantage que vous aurez, on va dire, en étant labellisé. Petit détail, on va dire, que j'ai oublié de vous mentionner, dans les critères qui sont ceux d'accueil vélo, c'est la proximité géographique à un itinéraire qui est le critère numéro 1, puisque seuls ceux qui sont à moins de 5 km réels d'un itinéraire cyclotouristique peuvent rejoindre le réseau accueil vélo. Maintenant que je vous ai tout dit sur cette thématique, nouveau sondage pour voir si je ne vous ai pas endormi. J'ai un petit dommage qui vient d'apparaître, en tout cas, ça vient de décevoir quelqu'un. Est-ce que tout simplement vous êtes intéressé pour devenir accueil vélo? Donc vous pouvez y répondre tout de suite. Et là, cette fois, il y a 3 réponses, hein, oui, non, ou je suis déjà labellisé. N'hésitez pas, en fait, si vous êtes déjà labellisé, à mettre un petit commentaire sur votre retour d'expérience. Si vous avez eu des cyclotouristes, justement, qui sont venus dans vos établissements, c'est toujours bon à savoir aussi pour tous ceux qui veulent devenir accueil vélo que d'avoir des différents sons de cloche, on va dire. Parce qu'autant moi, je vous en parle de manière assez neutre, on va dire, mais j'essaye malgré tout de mettre ça de manière positive. Et donc, c'est toujours bon d'avoir en tout cas d'autres commentaires. Et c'est aussi l'idée d'échanger un petit peu. Alors, l'échange est assez limité en visio, mais malgré tout, si vous êtes labellisé et a priori, il y a une réponse oui, je suis déjà labellisé, n'hésitez pas à le dire, en tout cas dans le chat. Et donc, alors il y a peu de réponses, en tout cas, à ce sondage. N'hésitez pas à répondre, en fait, tant qu'il est encore d'actualité. Mais malgré tout, il y a des oui qui apparaissent. Donc, pour toutes ces personnes-là, à la fin de la visio, il y aura, en tout cas mon adresse mail qui sera visible. Et donc, vous pouvez me recontacter par la suite pour savoir ce qu'il en est. Et je vois directement, je rebondis sur le chat. Oui, en effet, on aurait pu en tout cas mettre une réponse supplémentaire. Je ne suis pas concerné par le label parce que voilà, je ne peux pas en tout cas y accéder de par ma localisation, de par mon activité, peu importe. Mais en effet, on aurait pu mettre une petite réponse supplémentaire. Bon, l'idée en tout cas était là, en fait, c'est qu'on puisse voir s'il y avait des personnes aussi qui étaient intéressées ou non. Nouvelle thématique, troisième et dernier sujet, sur le deuxième service que je voulais aborder avec vous, c'est le portage de bagages. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on a mis ça en place à Latitude Manche en 2017.
On a mis ça en place en 2017 avec la malle postale. On a fait le choix de travailler avec la malle postale. Il y a plusieurs opérateurs qui existent dans ce domaine-là. Nous, on a vraiment fait le choix de la malle postale d'un opérateur connu et reconnu, on va dire, pour sa qualité. Il est connu parce qu'il est là depuis plus de 10 ans, notamment sur les chemins de Compostelle ou les chemins de Stevenson, donc plutôt dans le sud de la France. Eux, la malle postale, ils sont basés au Puy-en-Velay. Ils transportent plus de 20 000 bagages par an, c'est quand même pas anodin. Ils ont même différents types de services. Voilà, je vous ai mis des petits logos. En fait, c'est une capture d'écran de leur site web pour que vous puissiez voir un petit peu leur service qu'ils ont à proposer en fait à leur clientèle. Donc, c'est un opérateur connu, mais aussi reconnu, comme je vous le disais, puisqu'ils ont un taux de satisfaction à hauteur de 99%. Ce qui veut tout simplement dire que 99% des bagages arrivent à l'heure et au bon endroit. Ce n'est quand même pas rien. Alors j'ai tendance à dire que le point de pourcentage qui reste, c'est l'erreur humaine qu'on a tous tendance à bien vouloir accepter en fait dans ces cas-là. Pour exemple, aussi dans la Manche, le taux de satisfaction doit avoisiner aussi les 99%, puisque à ma connaissance, hein, j'ai pas connaissance de tout, mais on n'a eu que 4 problèmes de bagages depuis 2017. Pas de bol, 2 de ces bagages concernaient le même hébergeur, donc forcément, cette personne-là a quitté le service de manière voilà, assez brutale et on va dire en étant mécontent, ce qui est logique. Mais pour le reste, on est plutôt très heureux en tout cas de ce service et d'avoir fait le choix de la malle postale et de travailler avec eux. Euh, pour, euh, pour aller un petit peu plus loin en fait, dans le service, je vous ai mis justement le nombre de bagages que la Manche a transporté, la malle postale en tout cas a coordonné à transporter depuis 2017. On avait commencé très doucement, puisqu'on avait commencé assez tard en plus dans la saison à faire notre communication là-dessus. Mais voilà, depuis 2018, ça s'est vraiment bien enclenché et ça augmente chaque année. Bon, en 2020, ça a augmenté légèrement en fait, mais j'essaie de rester positif. Je vois malgré tout une augmentation, notamment parce que c'était une saison qui a été très resserrée. Autant en 2019, c'est 900 et quelques bagages, on avait fait ça entre avril et octobre. Là, en 2020, on a fait un petit peu plus de bagages et surtout seulement entre juin et septembre. Donc, on est vraiment très content de ce chiffre-là. On espère que pour 2021, on puisse écrire en fait quelque part 1000 bagages enfin atteints. On va bien voir en fait ce que nous réservent les semaines à venir, en tout cas en manière de tourisme et de déplacement géographique, on va dire. Et justement, tiens, pour parler de géographie un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que c'est le Cotentin qui est plébiscité. Quasiment 4 bagages sur 5 ont été transportés dans le Cotentin. Ça, c'est des chiffres qui sont valables pour toutes les années, hein, grossièrement. Euh, dans le Cotentin et notamment sur le GR 223. C'est vraiment l'itinéraire qui plaît. On se rend compte qu'à vélo, le service existe, mais les cyclotouristes ont leurs bagages, ont leurs sacoches accrochées au vélo. Il y a les VAE aussi, les vélos à assistance électrique, qui facilitent le déplacement de plusieurs kilos de bagages. À pied, ce n'est pas la même chose. Il faut forcément porter son bagage sur le dos. Alors certains ont envie de souffrir, on va dire, pour après profiter du paysage, mais d'autres types de clientèle ont juste envie de profiter. Ils sont ravis de voir que leurs 20 kilos de bagages, puisque souvent ils s'embêtent avec plusieurs kilos, sont transportés par des taxis automatiquement jusqu'à leur hébergement suivant. Euh, Dans le détail, comment ça marche pour le client? Alors, je vous ai mis la slide, je l'ai divisée en deux. Donc, à gauche, vous retrouvez la carte des grands itinéraires sur lesquels fonctionne le portage de bagages. Donc, avec, comme je le disais, en grande partie le GR223 en fait qui fonctionne bien. Et le parcours client, voilà comment il se résume. En premier, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il va choisir son parcours et ses étapes. Euh, Allez, on va prendre, il part de 40 ans, il va aller jusqu'à Barfleur à pied, il va faire le GR 223. Comme d'habitude, il a fait son parcours selon son niveau physique, on va dire, la longueur des étapes va être dépendante, et il va réserver ses hébergements. Une fois de plus, comme d'habitude. C'est à ce moment-là
s'il veut bénéficier du transport de bagages, que ça peut changer, puisqu'il va faire appel à la malle postale pour réserver son transport. La malle postale, elle, va lui établir un devis de manière plus ou moins rapide, selon si les hébergements sont déjà référencés dans sa base de données ou pas. Il n'empêche que, on va dire, le devis est validé par le client, et la malle postale, elle, peut commencer son travail de logisticien en répartissant la prestation aux transporteurs concernés. Dans la Manche, il me semble qu'il y a 8 transporteurs qui se répartissent le marché. Donc la malle postale, elle va coordonner. Les transporteurs, eux, seront avertis des courses qu'ils ont effectuées à telle date, combien de bagages à récupérer à tel endroit pour les emmener où par la suite. Et les bagages sont livrés avant 16 heures. L'idée, c'est de se dire, je suis randonneur, il a fait chaud, voilà, comme cette semaine, en tout cas je regarde par la fenêtre, il fait toujours beau, il a fait chaud dans la Manche, quand j'arrive de ma randonnée, de mon étape vélo, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche, donc je veux que mes bagages soient arrivés avant moi dans mon hébergement. Le lendemain matin, même chose, je profite, je prends le petit-déj et je repars sans mes bagages. Ce sont les taxis qui viendront les récupérer avant 11 heures pour pouvoir les livrer à l'hébergement suivant avant 16 heures. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du périple. Vous l'aurez compris, ce service repose sur sur un trio d'acteurs. La malle postale, qui coordonne, voilà, c'est son métier, ils sont dans la logistique, autant dans le massif central, près du Puy-en-Velay, le long de leurs itinéraires, ils vont transporter en direct, mais chez nous, le système est différent. Eux sont là vraiment juste pour coordonner la chose, pour que le client, s'il veut du transport de bagages dans la Manche, il n'a qu'un numéro à appeler, celui de la malle postale. Il n'a pas, selon le territoire, à appeler des taxis, en fait, et ainsi de suite. Là, au moins, il a un seul numéro, c'est celui de la malle postale, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quand on est randonneur et qu'on a fait appel à leur service. Ça peut toujours servir d'avoir ce numéro, en fait, sur soi. Deuxième type d'acteurs, ce sont les transporteurs locaux. Voilà, comme leur nom l'indique, ils transportent. C'est leur métier, ils font ça mieux que personne. Et les derniers, d'après la liste que j'ai de participants, bah, c'est vous, en fait, en grande partie, vous hébergeurs, et votre métier, c'est d'héberger, hein, c'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas autre chose. Actuellement, on a 310 hébergements qui sont adhérents au service. Et le petit visuel en fait, que je vous ai mis à droite en bas, là, c'est une vitrophanie qu'on distribue à chaque hébergeur adhérent du service. Ça permet de créer un petit réseau, en tout cas un sentiment d'appartenance, mais surtout aux randonneurs d'identifier assez facilement son hébergement. Allez, imaginons, c'est une chambre d'hôte, il arrive d'un petit village, en fait, toutes les maisons se ressemblent, il n'y a pas de numérotation. Lui, avec la petite vitrophanie qui est apposée à l'entrée de la propriété, il va se dire, ah c'est bon, c'est celui-ci, c'est mon hébergement qui est déjà la malle postale. Et petite précision que je mettais, c'était en 2020, ça a généré jusqu'à 5 séjours dans certains hébergements. Ça ne va pas révolutionner forcément votre chiffre d'affaires au final, mais bon, l'avantage c'est que c'est totalement gratuit. On n'a pas de ticket d'entrée, on n'a pas de commission. Autant accueil vélo, les 200 euros peuvent rebuter quelques professionnels, et ça je peux comprendre. Là, c'est totalement différent. L'idée, c'est que ça soit gratuit et très simple. Nous, notre objectif, ça a été de faciliter la consommation des randonneurs sur le territoire, mais aussi de faciliter le plus possible votre travail à vous, professionnels du tourisme, et notamment aux hébergeurs. Donc, pour rejoindre l'aventure, c'est une petite charte d'engagement à signer, à nous retourner. Euh, il y a quelques critères finalement pour rejoindre les 310 adhérents, se situer à proximité des itinéraires. Une fois de plus, on a repris le même critère, les 5 km de distance pour les itinéraires vélo. À pied, on est entre 1 et 2 km maximum en fait, de l'itinéraire. L'idée, c'est d'être vraiment à proximité directe pour qu'il y ait de la qualité. On va pas accepter tout le monde dans la démarche parce qu'on ne veut pas qu'un hébergement qui soit situé à 30 km du GR soit là-dedans. Des clients pourraient très bien réserver chez eux et être déçus par la suite en fait, de ça. Donc la proximité géographique est le premier critère. Et le deuxième critère, parce qu'après il y en a plein d'autres, en fait, je le mettais faciliter le travail des transporteurs.
renseigner le randonneur aussi en fait sur son itinéraire, mais c'est des choses qui sont quasiment automatiques de par votre profession. Donc le deuxième grand critère, c'est de disposer d'un local pour stocker les bagages. Puisque je vous le disais, le taxi, le transporteur, va amener les bagages avant le client. Et donc pour ça, il va falloir que lui puisse les poser quelque part, qu'elles soient en toute sécurité en attendant le client, ou alors tout simplement que vous puissiez, vous hébergeur, accueillir le transporteur. À chaque fois, de toute façon, les transporteurs vous contactent auparavant pour vous signaler en fait qu'ils vont venir déposer des bagages. Les clients aussi sont tenus de le faire. La malle postale le demande, que les clients préviennent leurs hébergements euh, de ce service qui a été demandé. Comme ça, toutes les parties sont déjà averties auparavant. Par la suite, de toute façon, c'est assez facile puisque vous vous rendrez compte, vous avez régulièrement affaire aux mêmes transporteurs. Ils se sont répartis le territoire géographiquement selon leur zone de chalandise. Donc, c'est très facile après de s'arranger avec eux. Mais en tout cas, ce critère-là est très important pour nous, de disposer d'un local ou de pouvoir accueillir les transporteurs. Donc, c'est plus ou moins facile selon votre type d'hébergement. Forcément, un hôtel qui a toujours quelqu'un derrière l'accueil, c'est très facile que d'accéder au réseau, d'être adhérent. Quelqu'un qui gère des gîtes, des chambres d'hôtes, euh, là, forcément, lui, il a envie peut-être de bouger, en fait, et selon les horaires de taxi, c'est pas forcément facile pour lui d'accéder à ce service. Donc, je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, mais malheureusement, c'est le seul système qu'on a trouvé. Donc pour ma part, c'est fini. Je demande à Jasmine en même temps si j'avais un autre sondage ou pas. Oui, j'avais un autre sondage. J'ai oublié tout simplement. Donc on va vous le proposer. Je vais revenir là en fait peut-être. Hop, et comme ça, il va se lancer. Voilà. Avez-vous envie de rejoindre l'aventure, la malle postale? Et cette fois, justement, on avait mis oui, non, mais aussi les autres réponses. Je suis déjà adhérent ou je ne suis pas concerné. Donc vous pouvez répondre. Et comme ça, on va vite voir. Alors que là, les premières réponses nous montrent qu'il y a beaucoup de je ne suis pas concerné. Donc je suis désolé en tout cas pour ceux pour qui cette thématique, en tout cas, intéressait, on va dire, moins en fait leur corps de métier. Mais malgré tout, on a quand même en fait du oui. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Comme je vous le disais, on va mettre nos adresses mail à Jasmine et moi-même en fin de présentation. Je peux même les mettre dès maintenant, puisque de toute façon, voilà, on se rend compte que voilà, il y a quand même pas mal de réponses d'ores et déjà. Beaucoup, une fois de plus, je ne suis pas concerné malheureusement. Mais donc on va pouvoir le faire directement en attendant en fait de reprendre les questions que Jasmine va nous lister. Voilà, je vous laisse le temps de récupérer les adresses. Donc Jasmine qui est en stage avec nous jusqu'à fin juillet. Vous le verrez en fait normalement vous le voyez sur la visio, il y a un petit problème de technique. En fait ce matin on s'est rendu compte que le logiciel n'était pas forcément euh, installé sur son poste. Donc là, vous voyez son nom apparaître comme Julie Fablet sur la visio, et c'est bien Jasmine qui est avec moi. Et donc, la deuxième adresse mail, donc c'est la mienne. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, au besoin. Et maintenant, je vais essayer de me taire pour laisser Jasmine reprendre le flux de questions. On va essayer de tout reprendre. Je ne me rends pas compte s'il y en a beaucoup ou pas. On a encore quelques minutes avant qu'il y ait d'autres visios qui se lancent. Et sinon, de toute façon, on a les adresses mail, comme je vous disais, pour vous. Donc voilà, je me tais et je laisse Jasmine répondre ou en tout cas lister les questions qui sont nécessaires. Merci Fabrice et merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas si, si vous avez encore des questions. Alors, pour le service de la malle postale, nous avons Marie-Béatrice qui habite près de l'abbaye d'Ambé. Je pense que je le prononce bien. Est-elle éligible, Fabrice, tout d'abord? Pour la malle postale, l'abbaye d'Ambie. D'Ambé. L'abbaye d'Ambie près de pour la malle postale, non, malheureusement, ne va pas être éligible. Au début, on avait la volonté d'ouvrir le service sur les chemins de Saint-Michel aussi. Et donc, l'abbaye d'Ambie était concernée, même pour des itinéraires équestres. Mais malheureusement, on a un petit peu réduit en fait, la voilure parce qu'on s'est rendu compte que
que ça coûtait cher, que ça il n'y avait pas forcément suffisamment de clientèle à ce niveau-là pour qu'on puisse ouvrir le service géographiquement à cet itinéraire-là. Donc la réponse est non, malheureusement. Et donc, tu as sûrement déjà un peu répondu. Qu'en est-il pour les autres itinéraires? Par exemple, Chemin du Mont, y a-t-il du nouveau concernant ce service? Donc, nous, en partie, puisque là, sur la carte que je vous ai mis tout à l'heure, n'apparaissaient pas les chemins du Mont, parce que j'avais pas forcément de grandes informations à donner là-dessus. Mais pour autant, les chemins du Mont, en partie, vont reprendre le tracé d'itinéraire comme la Vélocénie ou comme le GR223. Et donc, dès qu'on est sur le même itinéraire, proximité directe, on est sur la même zone de chalandise finalement pour les transporteurs. Et donc la malle postale est totalement en mesure de répondre à ces clientèles-là qui souhaitent faire un autre itinéraire. Nous, voilà, on l'appelle GR223, on le divise en 23 étapes. Peu importe en fait comment le randonneur s'arrange, du moment que ça reste dans une proximité géographique de ce qu'on a établi avec la malle postale, il n'y a aucun souci pour que la clientèle puisse en bénéficier. Très bien. Ensuite, nous avons une question de Florence qui nous demande si, du coup, les hébergeurs sont dans l'obligation d'attendre les bagages des hôtes est-ce qu'ils doivent attendre? Voilà. Voilà, c'est le problème que je disais, en fait, le problème, la contrainte, en tout cas, que j'annonçais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui peut vous bloquer, vous, hébergeurs. Si on peut être présent, c'est super. Ça, au moins, déjà, on rencontre le transporteur. On peut même déjà monter le bagage, en fait, dans la chambre, si on le souhaite. Si on ne peut pas être présent pour accueillir le transporteur, qui doit vous prévenir auparavant, hein, je le rappelle, il faut un endroit sécurisé pour que le transporteur puisse déposer le bagage. Alors quand on est en pleine campagne, forcément on peut accéder à un garage, en fait, des choses comme ça, que le transporteur qui a été prévenu en avance puisse déposer ça à cet endroit-là. D'autres personnes, j'ai là de mémoire, je me rappelle d'un hébergement à Granville qui a tout simplement transmis en fait son digicode au transporteur qui est toujours le même pour qu'il puisse déposer le bagage. Donc il y a plein de configurations différentes, mais la finalité est la même. Il faut qu'il y ait une solution pour soit déposer le bagage ou soit accueillir le transporteur. Eh bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes avant que l'on termine. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, après, de toute façon, comme je le disais, on est tous, Jasmine et moi, on est disponible suite à cette visio. L'enregistrement sera disponible aussi pour si vous voulez la revoir pour des détails techniques, en fait, si vous n'avez pas eu le temps de noter quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la regarder. Ça permettra aussi à des retardataires, on va dire, de la revoir plus tard. Et puis notre adresse mail est visible. Donc vous pouvez nous contacter suite à cette visio pour qu'on puisse revenir vers vous avec des éléments supplémentaires sur l'itinérance au sens large, sur les services qu'on a abordés là ensemble, mais aussi sur d'autres questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Eh bien, merci à tous d'avoir pu participer à cette conférence. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Et puis voilà, bonne fin de journée à tous. Bonne journée à tous Merci. et bonne JDPT. Au revoir.